bonjour et bienvenue dans les 4V, Aurélien Merci. Pradier. Lassé d'aller de déception en déception, l'Argentine s'est choisie à une large majorité un président populiste, Javier Milei. En France, les électeurs ont été déçus par la gauche, les électeurs ont été déçus par la droite, ils ont été déçus par le en même temps. Est-ce que vous ne vous dites pas parfois, en vous rasant le matin, Aurélien Pradier, qu'on y va tout droit, nous aussi, que vous nous emmenez tout droit vers le populisme les uns et les autres? J'espère de ne pas y contribuer. Ce qui est certain, c'est que ces monstres politiques-là, ceux de l'hystérie complète, sont la production de l'impuissance politique. Et qu'en effet, en Argentine comme ailleurs, celles et ceux qui, depuis des années, ont abaissé les convictions politiques, ont parfois débauché les uns et les autres, effacé tous les clivages politiques, rendu la vie politique impuissante à tous égards, qui nous ont habitués à gérer la misère au quotidien. Tout cela fabrique l'émergence de ces radicalités. Oui, la vérité, c'est que plus la politique disparaît, plus elle réapparaît dans les plus grandes forces. Et il se trouve qu'en Argentine, c'est le cas. Cela guette toutes les grandes démocraties du monde. Refuser d'aller à Saint-Denis à l'invitation du chef de l'État, choisir la politique de la chaise vide comme l'a fait Éric Ciotti, c'est faire de la popole, comme on dit, ou c'est avoir l'intérêt général chevillé au cœur? Est-ce qu'on ne pourrait pas en revenir au fondement de notre démocratie? Il y a une constitution. Dans la constitution de la République, vous connaissez les rencontres de Saint-Denis? Je ne les connais pas. Non, mais se parler Il y a- entre politiques, ça n'a jamais fait de Mais mal. On peut appeler ça on peut comme on veut. toujours se parler. Ouais. Mais les bidules, ça suffit. Les machins, les outils de communication, ça suffit. Mm. Et je le dis, en plus, c'est une manière de dégrader notre formation démocratique. Il y a un Parlement. Depuis quand des discussions importantes sur la réforme de la Constitution, par exemple, se feraient en catimini, à huis clos, entre chefs de parti? Toutes ces discussions doivent avoir lieu devant les Français. Et moi, je confirme qu'il ne faut pas participer à ces Donc rencontres. il a eu raison de sécher, Éric Oui, Ciotti. il a eu raison, je le disais depuis le début, je pense même que nous n'aurions jamais dû y participer, non pas pour faire de la popole, comme vous le disiez, mais tout simplement parce qu'il faut en revenir au fondement de notre démocratie. La démocratie, ça se passe au Parlement. Sauf que si vous y étiez allé, ça vous aurait donné l'occasion de parler du sujet qui obsède chez LR comme au RN, c'est l'immigration. Et ça a permis à Jordan Bardella de dire qu'il était le seul à avoir été le porte-parole de ceux qui veulent maîtriser l'immigration. Peut-être que Jordan Bardella est Oui. heureux d'être flatté par Emmanuel Macron, c'est son affaire. Je le redis, il y a une démocratie dans notre pays. Vous voyez à quel point on s'habitue à tous ces machins au fur et à mesure du temps. On a perdu tous nos C'est le repères. président des bidules, Emmanuel Macron? C'est le président de la surcommunication, mais il est le successeur de plusieurs générations de présidents qui ont surcommuniqué. Revenons-en tout simplement aux fondamentaux de la démocratie. Je le redis, c'est devant les représentants du peuple élus que les choses se passent. Il se trouve que Jordan Bardella n'est pas député de la nation. C'est peut-être ce qui le frustre. Alors on va revenir au bas, comme vous dites, à propos d'immigration. Gérald Darmanin sera auditionné tout à l'heure par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et alors là, entre les LR du Sénat, les LR de l'Assemblée nationale, visiblement, il y a la mer. Des divisions, il y en a même entre LR au sein de l'Assemblée. Vous êtes quand même dur à suivre, d'autant que les Républicains ont considérablement durci le projet de loi immigration que leur avait présenté le gouvernement. Donc, en l'état, pour qu'on comprenne bien, à l'Assemblée nationale, ce sera oui ou ce sera non pour Ce sera projet de loi? non. En l'état, ce sera non pour ce qui me concerne. Vous Je parlez en pense que votre nous nom sommes- ou au nom du groupe? Je parle en mon nom, mais je pense que nous sommes assez nombreux chez les députés Les Républicains à avoir cet avis. Revenons-en là encore aux fondamentaux. Soyons clairs. Depuis des mois, les Républicains, sénateurs et députés, ont expliqué qu'il n'y avait pas d'avancée possible si on ne réformait pas la Constitution. Que tout ce qui relevait des bricolages était de la pure littérature. Nous le savons et c'est une vérité. Nous devrions aujourd'hui nous contenter de si peu. Nous avons dit devant les Français que c'était tout ou rien, parce que la situation est trop grave pour se satisfaire de petits Mais est-ce pas. que vous êtes en position de demander ça? Parce que finalement, vous avez beaucoup d'exigences. Vous êtes quand même un parti qui a à peine 60-62 députés et qui a fait 4,78% à la présidentielle. Il ne faudrait pas descendre un peu de votre poney et vous dire, bah voilà, on va essayer de faire avancer ce qu'on peut pousser, et puis le reste, si demain on vient au pouvoir, on s'en occupera? Eh bien, je crois exactement l'inverse. Je pense que lorsqu'on est dans une situation de telle défiance à l'égard des Français, il faut affirmer très fort ses convictions. Moi, je ne reculerai pas. Je ne suis pas sénateur, je suis député. Et d'ailleurs, c'est plutôt habituel, normal, salutaire que les députés n'aient pas les mêmes avis que les sénateurs. Le Sénat est contraint par des accords intérieurs, de machinerie électorale. Les députés, beaucoup moins. Nous allons faire notre travail. Je pense que la clarté des convictions, c'est ce qui demain permettra à la droite de se reconstruire. Aurélien Pradier, l'article qui fâche, l'article 3, qui est devenu l'article 4 bis, qui concerne les fameux métiers en tension, la régularisation des sans-papiers qui occupent aujourd'hui ces postes-là. Je voudrais vous faire entendre ce que disait ici même hier Véronique Bédac, que vous connaissez sans doute, la patronne du premier groupe immobilier du pays, c'est Nexity. En tant que chef d'entreprise, je pense que, effectivement, dans ces métiers en tension, si ces personnes sont là depuis longtemps sur le territoire, je pense qu'il serait mieux qu'effectivement, ils soient régularisés. Donc vous y êtes favorable? Oui.
Là, on n'est pas dans le dogmatisme, on est dans la vraie vie. Est-ce que ce n'est pas un principe de réalité qui s'impose? Il y a deux vraies vies qui doivent être prises en compte. Celle des entreprises, en effet, mais aussi celle de la gestion de notre immigration. Moi, je ne suis pas chef d'entreprise, mais je considère que demain, nous devons aussi veiller à ce que notre immigration soit reprise en contrôle, que nous la reprenions en main. Il n'a jamais été question de ne régulariser personne. Ouais. Nous avons simplement dit qu'il ne fallait pas de droit opposable à la régularisation. Il se trouve que l'article proposé par le gouvernement est une porte ouverte, un appel d'air à la régularisation, que l'article revu par le Sénat conserve à peu près les mêmes termes. Nous voulons simplement reprendre le contrôle sur les choses. Un chef d'entreprise, c'est aussi un citoyen. Il n'y a pas que les intérêts de l'entreprise qui comptent, il y a aussi les intérêts de la nation. Aurélien Pradier, vous venez de publier ce livre qui s'appelle Tenir bon aux éditions Bouquin. Alors, vous avez raconté l'histoire familiale avec notamment l'AVC de votre papa qui a bouleversé votre vie de jeune homme. Vous parlez de votre fascination pour Jacques Chirac. Pour moi, c'était Batman, écrivez-vous. Votre goût pour le temps long qui contraste un peu, il faut bien le dire, avec l'image que vous renvoyez. Vos racines, je me souviens de l'odeur des noix, les paysages, ils ne sont pas spectaculaires. Ils sont beaux parce qu'ils transpirent l'humilité à nul autre pareil. Vous savez que c'est le principal reproche que vous font vos opposants, y compris dans votre famille politique, de manquer d'humilité. Oui, peut-être. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire. C'est pas un exercice simple d'écrire, de faire des confidences personnelles aussi. Et peut-être que pour que, y compris ceux qui ne m'apprécient pas dans ma famille politique, comprennent un peu mieux d'où je viens, d'où vient mon caractère, mon tempérament. En fait, je crois que c'est pas un livre politique. Plus j'en parle, plus je me rends compte que ce n'est pas un livre politique. C'est très personnel. Il y a beaucoup de choses personnelles. Oui, c'est un livre personnel. Je parle de mon père, je parle de mon rapport à la vie, pas seulement politique, à la vie tout court, à mes racines, au Lot. Et je pense qu'il y a des sujets qui peuvent être universels. C'est ce que j'ai aimé lire, moi, chez les politiques, par le passé, lorsqu'ils parlaient de la vie plus que de la vie politique. Et les retours que j'ai de ceux qui me lisent aujourd'hui sont plutôt ceux-là. Ils sont heureux de comprendre quels sont les ressorts profonds d'un responsable politique. Je ne me suis pas engagé par hasard en politique. Et peut-être que pour mieux comprendre les convictions d'un député, il faut comprendre d'où il vient. Vous avez donné une interview à la BBC il y a quelque temps, qui vous interrogeait sur la présidentielle. Vous avez dit, je ne sais pas si moi j'ai un destin présidentiel ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que les Français en ont marre d'avoir toujours les mêmes. Qu'est-ce qui fait que vous avez 38 ans, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à 38 ans, on se rêve président de la République? Je ne sais pas si je me rêve président de la République, mais ce que je sais, c'est que la politique a complètement changé ma vie. Moi, le petit gamin lotois qui est grandi dans un territoire qui m'a donné beaucoup de valeurs, une famille, on a connu quelques épreuves. Tout ça m'a fait croire au destin. Ça paraît très illuminé quand je vous le dis. Mais j'y crois beaucoup. Je crois que les rencontres peuvent vous faire grandir énormément. Je ne sais pas où tout ça me mène. Le dernier chapitre du livre, c'est en effet le temps long. Je ne crois pas à ces politiques qui veulent faire la course à la vitesse. Et donc j'ai du temps devant moi. Je vais essayer de labourer. Vous serez à la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée tout à l'heure? Oui, ou pas? j'y serai. Vous devriez pouvoir y interroger le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui, après avoir assisté à son procès pendant 2 semaines devant la Cour de justice de la République, devrait faire son retour à l'Assemblée. Est-ce qu'il y sera à sa place, selon vous? Je vais vous dire les choses comme je les pense. Je crois qu'il n'y est plus à sa place déjà depuis un petit moment. Depuis le jour où il a adressé 3 bras d'honneur aux députés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le problème d'Éric Dupond-Moretti, c'est pas seulement son procès. C'est aussi le comportement qu'il a eu devant les députés de la Nation depuis des mois. Moi, je n'ai pas oublié ces 3 bras d'honneur qui ont abîmé profondément sa légitimité. Peut-être, mais je pense que lorsqu'on est un garde des Sceaux, ministre de la Justice, on se doit à l'exemplarité. Et sa légitimité politique, elle est considérablement abîmée. Le pire, c'est de s'habituer à tout ça. Au fond, de considérer que la politique n'a plus de règles, plus de valeurs, plus de principes. Votre camp n'a toujours pas de tête de liste, sauf erreur de ma part, pour les européennes du 9 juin. On connaîtra le gagnant de la Starac avant de connaître la tête de liste de GLR ou quoi? J'espère que d'ici la fin de l'année, on connaîtra le gagnant de la tête de liste des européennes. Je n'en sais rien, c'est Éric Ciotti dans souhaitez que ce soit qui? Je n'ai pas de souhait particulier. François-Xavier Bellamy semble tenir la corde. Non, je m'en fous pas parce que c'est ma famille politique. Simplement, il faut se dire que ce sera une étape déterminante. Si devant les Français, nous ne réussissons pas à relever ce défi, il faudra en tirer toutes les conclusions. Vous êtes plutôt pour Bellamy, du coup? Ni plus, ni moins. Je pense qu'il a des qualités, d'autres en ont. C'est à eux de montrer aussi une volonté. Et puis vous savez, ce qui est curieux, c'est que dans cette affaire, personne ne montre vraiment de volonté de mener cette tête de liste. Si certains en ont très envie, qu'ils montrent leur rage et leur haine, ça vaut pour François-Xavier Bellamy comme pour d'autres. C'est étonnant cette manière de faire de la politique désormais où quand on veut mener un combat, on se cacherait presque, on s'excuserait d'avoir envie de le mener. Merci Aurélien Pradier. Je rappelle le titre de votre livre, Tenir bon, publié chez Bouquin. Merci et bonne journée à vous. Merci.